Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau du Village Semence. Il y a quelques semaines, Olivier Babot de l'Institut Sapiens et moi-même avions lancé une plateforme pour permettre aux candidats à la présidence de la République d'exposer en détail, dans le fond, leur programme agricole. Ce matin, Olivier et moi-même recevons Jean-Baptiste Moreau. Bonjour, Monsieur Moreau. Bonjour. Vous êtes député LREM de la Creuse, l'unique député de la Creuse. Dans le civil, vous êtes éleveur de vaches Limousine. Vous êtes également porte-parole de La République En Marche et référent sur les questions agricoles. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce matin pour évoquer les 5 thèmes que nous avions mis sur la table dans cette campagne électorale. Je vous rappelle la règle du jeu. Ici, on ne fait pas de politique, on n'attend pas de petites phrases, on veut du fond, on veut du détail, on veut que vous nous expliquiez comment le candidat... président, candidat, on ne sait pas encore, le contexte est un peu bouleversé, conçoit l'avenir agricole de la France et de l'Europe. On va commencer tout de suite par une première question qui est cruciale, celle du renouvellement des générations agricoles. D'ici à 2030, la moitié des agriculteurs français seront à la retraite. Il faut remplacer toute une génération d'agriculteurs. Comment est-ce que vous envisagez ce renouvellement des générations? Comment est-ce qu'on aura des agriculteurs demain? Comment est-ce qu'on incite les jeunes à se tourner vers les métiers agricoles? C'est effectivement une question absolument cruciale aujourd'hui, mais c'est même crucial au niveau européen, puisque la moitié des agriculteurs européens vont prendre leur retraite dans les 10 années qui viennent. Donc il faut là-dessus être très clair. Le renouvellement des générations des fils et filles d'agriculteurs ne suffira pas. Il va falloir attirer des gens d'autres milieux pour venir travailler en agriculture, et pour ça, là, déjà, il y a une évidence, il faut que les gens gagnent leur vie. Donc c'est tout l'enjeu de ce qu'on a fait depuis 5 ans avec les lois Egalim 1 et Egalim 2, c'est d'arriver à donner une rentabilité au métier d'agriculteur, parce que sans rentabilité, vous n'allez pas expliquer à un jeune, demain tu vas bosser 70 heures par semaine, jour et nuit, les week-ends compris, et tu gagneras pas ta vie. Ça va être compliqué de développer de l'attractivité autour de ça. Donc il faut vraiment redonner une dignité au métier d'agriculteur, expliquer, aller au contact. C'est pour ça que le salon d'agriculture est aussi un lieu de rencontre et qui permet d'expliquer ce que c'est réellement que le métier d'agriculteur. Et on aura surtout besoin, parce qu'on sait très bien que l'agriculture nécessite des capitaux très importants, que ce soit en matière de foncier, mais pas seulement. Dans les exploitations d'élevage, le foncier est une chose, mais il y a aussi tout le reste qui pèse sur le capital, avec une rentabilité qui est souvent de l'ordre du 1 ou 2%, ou très faible tout du moins. Donc on a un problème pour les banques et de suivi, pour que les banques suivent les investissements de nouveaux agriculteurs. Donc il faut inventer des outils de portage de foncier, mais au-delà de ça, il faut inventer des outils de portage du capital, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que des gens qui sont extérieurs au monde agricole, qui n'auraient pas des parents derrière eux avec un capital suffisant, les banques, elles suivent pas. Elles suivent pas pour prêter, donc il y a une dotation jeune agriculteur qui a été revalorisée. Au sein de la nouvelle politique agricole commune, il y a aussi le paquet qui est mis, au niveau du plan stratégique national développé par Julien de Normandie, il y a aussi l'accent qui est mis sur les jeunes et sur des aides supplémentaires pour les jeunes, mais ça ne suffira pas. Il va falloir qu'il y ait des méthodes de cautionnement. Alors je ne sais pas par quels moyens, c'est pas encore extrêmement défini, mais par la Banque des Territoires ou par des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'investissements massifs en agriculture, et on a besoin de jeunes qui se lancent, mais qui aient des garanties derrière et qui puissent être suivis par les milieux bancaires. Est-ce que ça veut dire une rupture avec le modèle familial de l'agriculture, où le poids de la terre, de l'exploitation est porté généralement par une famille? Le modèle familial français et globalement européen, c'est effectivement une anomalie mondiale. Aujourd'hui, partout dans le monde, vous avez des fermes gigantesques qui sont portées souvent par des investisseurs. Je ne suis pas sûr que ce soit le modèle qui faille à la France aujourd'hui. On va rester sur des exploitations de taille, on va dire humaine, à taille humaine, moi, parce que familial, ça ne veut pas dire grand-chose, à taille humaine. Mais par contre, oui, est-ce qu'il faut forcément que l'agriculteur soit propriétaire de son foncier? En fait, il n'est jamais propriétaire, parce que le temps qu'il la paye, il est déjà à la retraite. C'est la banque qui est propriétaire dans les faits. Donc est-ce qu'il faut que les moyens de production, il faut qu'il ait la main sur les moyens de production, que ce soit sur le foncier ou sur le reste, que ce soit lui qui décide, qui prenne des décisions comme un chef d'exploitation, comme un chef d'entreprise. Par contre, est-ce qu'il faut des outils de portage qui lui permettent justement de ne pas s'endetter toute sa vie et de passer sa vie à rembourser du capital qu'il n'aura jamais? Ça, c'est une question, je pense qu'il faut qu'on tranche, et en discussion avec le monde agricole. C'est pour ça que le président de la République, samedi matin, a annoncé une loi d'orientation, on va dire, d'agriculture qui doit prendre en compte ces questions-là aussi. Alors, monsieur le député, le second thème qu'on voulait aborder, on voulait l'aborder avant la crise ukrainienne, mais évidemment, depuis quelques jours, il a pris un relief tout particulier, c'est celui de la souveraineté agricole.
on se rend compte qu'à côté des souverainetés technologiques, la capacité à se nourrir, la capacité à nourrir sa population, et évidemment a fortiori à exporter, de redevient au centre du jeu diplomatique et économique. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'état de la France, de l'état de l'Europe et évidemment en relation avec Farm to Fork, avec ce Green Deal européen qui a donné des orientations à l'Europe. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, la souveraineté alimentaire, tout le monde pense... Il y a 2 générations qui n'ont pas connu la faim, en fait, qui n'ont pas connu de problèmes de rupture de stock, de pénurie. Et donc, on s'est habitué à ce que ce soit un fait acquis. Or ce n'est pas un fait acquis, en vérité. Et on voit bien depuis des années où on est plutôt en diminution. On a connu des périodes de surproduction, en blé, en lait, en viande. Toutes les productions ont connu des périodes de surproduction dans les années 80-90. On n'est plus dans ces situations-là. Aujourd'hui, on importe à peu près la moitié des fruits et légumes qu'on consomme en France. On importe à peu près la moitié des œufs qu'on consomme en France. Donc il y a vraiment là-dessus une perte de souveraineté qui est déclenchée depuis à peu près 30 ou 40 ans. Donc il faut reconquérir cette souveraineté alimentaire parce que c'est essentiel. Et on voit bien dans les troubles géopolitiques aujourd'hui, on voit bien ce que ça coûte de ne plus être souverain au niveau de l'énergie, où on a un certain nombre de pays qui sont dans des graves problématiques avec le gaz russe notamment. Nous, on a la chance en France d'avoir encore un peu d'autonomie grâce au nucléaire notamment, mais on voit bien ce que ça coûte d'être obligé de faire avec le pétrole qui vient du Golfe, avec le gaz qui vient de Russie. Ça serait dramatique qu'on en arrive là au niveau alimentaire. Et on n'en est pas loin. Donc il faut vraiment là-dessus qu'au niveau européen, il y ait une vraie prise de conscience. Mais je pense qu'elle est en train de se faire. Il y a beaucoup de choses qui bougent depuis une semaine de façon assez singulière au niveau européen sur les prises de conscience d'Europe de la défense, tout ça qui étaient des mots creux jusque-là et qui sont en train de se concrétiser vraiment concrètement. Et là, je pense que sur la souveraineté alimentaire, on a cet enjeu-là clairement. Les moyens de pression géopolitique de pays qui seraient capables de nourrir la terre entière, ça serait catastrophique. Il faut vraiment que chaque entité géographique ait sa propre souveraineté alimentaire, parce que là, on parle du blé ukrainien. Alors nous, la France ne va pas être en pénurie de blé demain. Je veux dire, on est encore en surproduction, on exporte. Par contre, on sait que le blé et l'alimentation en général est un moyen aussi d'influence. Et on sait bien que la Russie et l'Ukraine l'ont beaucoup développé, notamment sur tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Si demain, il y a des embargos et que la Russie ne livre plus ses céréales sur l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, on risque de retrouver les émeutes de la faim qu'on a connues dans les années 2000 en Égypte notamment. Donc c'est des troubles géopolitiques majeurs et la souveraineté alimentaire, c'est pas une petite question, c'est une question cruciale et centrale à mon avis de l'avenir de l'Europe. Alors, est-ce que dans le détail, on peut évoquer le réarmement agricole de la France et de l'Europe? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On voit que Farm to Fork se traduisait dans sa version initiale par une baisse des productions de céréales de l'ordre de 20-30% peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à un certain nombre d'objectifs de Farm to Fork, qu'il faut penser différemment? Comment est-ce qu'on concilie les enjeux environnementaux qui ont guidé Farm to Fork avec cette nécessité de produire pour notre alimentation? La préservation de l'environnement, c'est important. La lutte contre le changement climatique, c'est important aussi. Mais ça ne doit pas se faire au prix d'une perte de souveraineté alimentaire. Ça, c'est clair et net. Donc là-dessus, il y a des objectifs de réduction des produits phytosanitaires au sein de Farm to Fork. Je pense qu'il faut les revoir à l'échelle du temps, quoi. C'est-à-dire que peut-être on peut adapter dans le temps ces objectifs pour que l'innovation nous permette de ne pas avoir de réduction de rendement dans les proportions dans lesquelles on a. Il y a un certain nombre d'innovations au niveau de la génétique, au niveau de la robotique, et le ministre de l'Agriculture et le président de la République l'ont dit, et au niveau de la mécanique globalement, la robotique. Je pense qu'il faut sans doute réduire les produits phytosanitaires, mais pas au prix de la souveraineté, pas au prix d'une chute de 30% du rendement. Ça serait inacceptable aujourd'hui dans le contexte actuel. Est-ce que, je vais juste terminer sur ce point, il y a eu beaucoup dans le quinquennat écoulé de tensions entre le monde agricole et le gouvernement sur les néonicotinoïdes, sur le glyphosate, où les agriculteurs se sont aperçus qu'ils n'avaient pas de solution alternative. Est-ce que ça bouleverse aussi ce point-là, la situation géopolitique? Évidemment, on l'a dit et on le répète, hein, pas d'interdiction sans solution. Sur le glyphosate, moi j'ai été rapporteur général d'une mission qui a travaillé là-dessus et qui a abouti à la conclusion qu'on ne pouvait pas interdire de façon systématique le glyphosate. Il y avait certains usages où il y avait des alternatives, on pouvait les développer, et il y avait d'autres où il y avait des impasses et on ne pouvait pas s'en passer. Donc, et notamment, on ne pouvait pas s'en passer parce que le fait de s'en passer entraînerait des dégâts sur l'environnement beaucoup plus importants que le fait de le supprimer. Donc là-dessus, je
pense que, et au niveau des néonicotinoïdes, c'est pareil. Il faut tirer les leçons des erreurs du passé. Alors, c'est bien de vouloir être vertueux au niveau environnemental. D'abord, il ne faut pas que la France elle y aille toute seule parce que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on est sur un marché commun. Si on doit aller sur la restriction ou l'interdiction d'un produit, c'est tous ensemble. C'est pas juste la France qui montre l'exemple et les autres qui suivent et qui ne suivent en fait jamais. Donc, il faut arrêter les surtranspositions et arrêter d'aller plus vite que nos voisins européens veulent aller. Et il faut surtout attendre qu'il y ait suffisamment d'innovation. Il faut remettre la science au centre des débats, vérifier la dangerosité ou non-dangerosité des produits. Il faut sans doute renforcer les moyens de l'EFSA et de l'ANSES sur le contrôle de l'iniquité des produits et remettre vraiment la science au cœur des débats pour ne pas mettre nos agriculteurs dans des graves difficultés d'un point de vue aussi de la souveraineté et des chutes de rendement. Sur ce thème, quelle est la position de la République En Marche vis-à-vis de l'innovation en agriculture et je veux parler plus précisément du point qui fait débat aujourd'hui, les NBT. Hein, les nouvelles technologies de sélection variétale. Nouvelles biotechnologies végétales. Ouais. Voilà, exactement. New Breeding Technologies, ouais. Qu'on met souvent en parallèle évidemment avec les OGM, alors que évidemment pourtant c'est des technologies différentes. C'est quoi votre position là-dessus? Position, elle est très claire. On est tous les deux ingénieurs agronomes avec Julien de Normandie, donc je pense qu'on a remis cette question au centre des débats. On ne peut pas demander à nos agriculteurs de s'adapter au changement climatique, de réduire les doses de produits phytosanitaires et de leur interdire toute innovation scientifique. Aujourd'hui, la génétique, et le président de la République l'a encore réaffirmé samedi matin, les nouvelles biotechnologies, c'est un moyen d'innovation qui peut permettre justement à l'agriculteur de diminuer ses produits phytosanitaires, de lutter contre le changement climatique avec des variétés qui sont moins gourmandes en eau ou qui ont des cycles de production un peu différents. Donc évidemment qu'il faut aller vers ça, évidemment qu'il faut financer de la recherche sur ces questions-là parce que c'est l'avenir de nos productions végétales qui se joue aujourd'hui et de notre souveraineté alimentaire. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté. Ça n'a rien à voir avec des organismes génétiquement modifiés. On pourrait avoir le débat sur les OGM. J'ai peur qu'on ait du mal à le rouvrir, hélas. Enfin, ça, c'est mon avis personnel pour le coup. Mais sur les NBT, on est très clair. Il faut aller là-dessus. Il faut financer de l'innovation et de la recherche fondamentale sur ces questions-là. Oui, vous avez fait allusion tout à l'heure au prix, évidemment, puisque quand on parlait de la carrière des agriculteurs. Quel est, 4 ans après, le bilan que vous pouvez proposer de la loi Egalim? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que des progrès réels ont été faits du point de vue de la rémunération du producteur notamment? Alors j'ai été rapporteur de la loi Egalim 1 qui a été adoptée fin 2018. Donc force est de constater que s'il y a eu des choses qui ont bougé sur le seuil de revente à perte, sur l'encadrement des promotions et sur l'encadrement globalement de la grande distribution et ces négociations commerciales, c'est pas redescendu dans les cours de ferme. Donc c'est pour ça qu'on a su tirer les leçons de nos échecs et remettre l'ouvrage sur le métier avec la loi Egalim 2 où on a rendu cette contractualisation sur la base des indicateurs de coûts de production obligatoire. Parce que Egalim 1 a créé la possibilité, laissé sur la base du volontariat, ça n'a pas marché clairement, et notamment dans les productions les plus fragiles, je pense aux productions de viande et d'élevage qui sont aujourd'hui les métiers les plus en tension au niveau économique et structurellement en tension depuis des années, ça n'a pas fonctionné. Donc on est passé à la contractualisation obligatoire, elle a été adoptée très récemment. On a aussi déstructuré une partie de la LME, de la loi de modernisation de l'économie, de façon très claire. Moi, dans Egalim 1, j'avais vu qu'on ne pouvait pas rentrer dans ce cercle vertueux, on va dire, d'une meilleure rémunération à base des indicateurs de coûts de production et en même temps de continuer dans la logique déflationniste sur les prix alimentaires qu'avait introduit la LME à la fin des années 2000. Donc là-dessus, ces deux lois sont en contradiction. J'avais essayé de participer au démantèlement dans Egalim 1 de cette LME, ça n'a pas marché. Dans Egalim 2, on va un peu plus loin. Je pense que là-dessus, il faut arrêter de penser que le mot inflation est une insulte. Je pense que c'est nécessaire. On n'aura pas de meilleure rémunération des agriculteurs si on n'a pas une légère inflation qui permet une meilleure répartition de la valeur derrière aussi. C'est une question intéressante, cette question du pouvoir d'achat, parce que les ménages ont quand même toujours ce souci de savoir à quel prix ils s'alimentent. Selon vous, quel doit être le modèle d'alimentation en France? On entend beaucoup qu'il faut privilégier le bio, les circuits courts. Ça a un coût pour les ménages. Comment est-ce que ça doit s'articuler, l'offre alimentaire en France? Est-ce qu'on doit la relever pour tous? Comment est-ce qu'on fait pour que chacun puisse se nourrir selon ses moyens avec des produits sains, de bonne qualité? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un modèle unique. Ce qu'il faut
arrêter, c'est arrêter de mentir aux Français en expliquant qu'ils peuvent avoir toujours plus d'exigences d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue diminution des produits, d'utilisation des produits, et en même temps vouloir des produits le moins cher possible. Ça, c'est pas possible. Enfin, il faut expliquer que ce n'est pas possible. C'est mentir aux Français que d'expliquer qu'on peut se nourrir toujours mieux et toujours moins cher. Ça c'est pas possible. Il y a un moment où il faut expliquer que justement que s'alimenter a un coût, qu'on peut pas toujours diminuer. On a diminué la part de l'alimentation dans le budget des ménages depuis les années 60 de plus de 30% à 12 ou 13%. Donc il faut expliquer qu'il y a un niveau en dessous duquel on ne saura pas faire. Et après, il faut sans doute inventer des mécanismes de solidarité qui peuvent permettre dans la restauration collective notamment d'accéder à des produits de meilleure qualité et pas le faire reposer sur des familles qui n'ont pas forcément les moyens de le payer. Mais je pense qu'il n'y a pas de modèle unique. Et comme le dit souvent le ministre de l'Agriculture, c'est citoyens de bon matin et les consommateurs passer le quart d'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des exigences vis-à-vis de nos agriculteurs sur le type de production qu'il faut qu'ils fassent. Et en même temps, quand on est dans le rayon, on achète le produit le moins cher, quitte à ce que ce soit même des produits importés. Donc il n'y a pas de modèle d'alimentation unique pour moi. Par contre, il faut arrêter d'expliquer aux consommateurs qu'il peut payer du bio moins cher. Non, le bio, ça a un coût parce qu'il y a des coûts de production qui sont supérieurs au conventionnel et donc à partir de là, on ne peut pas faire du bio moins cher. On ne peut pas faire du toujours plus vertueux et toujours moins cher. C'est pas possible. Vous avez évoqué le sujet de la restauration collective, des cantines scolaires. La loi Egalim met un certain nombre d'objectifs, 50% de produits, 50% de mémoire de produits bio ou locaux. On se rend compte que les agriculteurs ont du mal à répondre à ces appels d'offres parce qu'ils sont souvent pas très organisés. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à améliorer de ce point de vue-là ? Si, il y a clairement des choses à améliorer, notamment au niveau des plans alimentaires territoriaux qui peuvent permettre justement de regrouper l'offre et de regrouper la demande pour qu'elle soit cohérente au niveau d'un territoire, d'un département, d'une communauté de communes ou de collectivités. Mais je pense qu'il y a des simplifications à faire. Moi, j'ai mené un certain nombre d'auditions pour préparer le programme du futur candidat. On a clairement là-dessus des simplifications et des éléments à mettre en place parce qu'on n'y est pas aux objectifs de 50% de produits sous signe officiel de qualité, dont 20% de produits bio. Clairement, on n'est pas bon. La pandémie n'a pas aidé. Clairement, c'est ce que nous est revenu. On a auditionné l'ensemble des entreprises responsables de la restauration collective. Clairement, la pandémie a compliqué la mise en place de ces objectifs, mais au-delà de ça, il y a un problème de coût. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait, ça renchérit le coût du repas, bien sûr. Et donc, je pense qu'il faut inventer des mécanismes de solidarité qui permettent à ceux qui ont les moyens de payer un peu plus pour que ceux qui n'ont pas les moyens puissent accéder à cette alimentation, y compris dans la restauration collective et notamment la restauration collective scolaire, parce que au-delà du simple fait d'accéder à des produits de qualité, c'est aussi une éducation qu'on fait. Enfin, je veux dire, clairement, sur les produits frais, sur les produits de saison, c'est à l'école qu'on l'apprend. Alors, c'est dans l'entourage familial, certes, mais quand l'entourage familial ne peut pas le faire, il faut que l'école arrive à s'y substituer. Il y a, à mon avis, là-dessus, un grand plan d'éducation à l'alimentation qui est à faire parce que ça coûte pas forcément beaucoup plus cher, ça demande plus de main d'œuvre, d'acheter des produits frais et de les transformer soi-même plutôt que d'acheter une barquette évidemment, mais je pense qu'il faut là-dessus refaire toute une éducation à l'alimentation, y compris dans les programmes scolaires. Alors on a parlé tout à l'heure évidemment du glyphosate, mais plus généralement on aimerait aborder ce thème du rapport des agriculteurs à la protection de l'environnement. 20% des gaz à effet de serre seraient issus de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les perspectives de progrès, d'évolution et peut-être aussi d'innovation en ce domaine ? Mais là aussi, sur l'innovation, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur l'agriculture. On parle de la robotique qui permet justement notamment de limiter l'utilisation des tracteurs qui consomment eux-mêmes du gasoil. Donc il y a de l'innovation à mettre en place. Je pense dans le monde de l'élevage, il y a des rations qui sont aujourd'hui calculées. Il y a aussi de l'amélioration de la génétique animale qui peut permettre de justement améliorer la capacité des animaux à exploiter une ration sans produire de gaz à effet de serre. Il y a des choses qui sont, oui, il y a vraiment des choses intéressantes qui sortent avec une alimentation par exemple avec des algues qui permet de réduire la production de méthane des ruminants. Donc voilà, je pense qu'il y a de l'innovation à faire et les agriculteurs sont les premiers à s'en soucier, mais il faut le faire dans le pas de temps qui est compatible avec une économie agricole qui doit continuer à assurer la souveraineté alimentaire des Français.
Bérangère Abba, ce matin, la secrétaire d'État à la biodiversité, explique que les objectifs ne sont pas atteints en termes de biodiversité. Comment est-ce qu'on peut concilier la nécessité de produire et la nécessité de préserver l'environnement, la biodiversité autour des exploitations agricoles? Mais moi, je pense que les agriculteurs sont les principaux facteurs de la biodiversité. La biodiversité, elle n'est pas uniquement, la chute de la biodiversité n'est pas uniquement liée à l'agriculture. Contrairement à ce qu'on dit, elle est aussi liée à l'urbanisation qui détruit les milieux naturels, bien davantage que à l'agriculture. Aujourd'hui, oui, on a un modèle à réinventer, parce qu'on sait que notamment les prairies sont des lieux hyper importants pour la préservation de la biodiversité, et c'est vrai qu'il y a des régions entières aujourd'hui qui sont spécialisées en production de céréales, qui sont spécialisées en élevage, et du coup dans certaines régions on a plus de problématiques de biodiversité que dans d'autres. Donc je pense qu'il faut réinventer un mix, et contrairement aux espèces d'Olibrius qui ont manifesté hier sur le stand de la FNSEA, si on n'a pas d'élevage demain, il faut renforcer ce modèle d'élevage, parce que ça permet d'avoir des engrais organiques qui sont meilleurs pour la structure des sols, ça permet d'avoir justement des nids de biodiversité à côté de champs cultivés. Donc il faut là-dessus très clairement arrêter de considérer que l'agriculture est facteur de destruction uniquement de biodiversité, elle est facteur aussi de création de biodiversité, à condition de lui donner les moyens de le faire et d'avoir des vrais moyens économiques pour se développer. On a parlé souveraineté tout à l'heure, il y a aussi la question de la compétitivité. On sait qu'aujourd'hui, un fruit et légume sur deux qui est consommé en France vient de l'étranger, et qu'on est dans une perte rapide, dans une dégradation rapide de notre capacité à produire pour nourrir et à exporter. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les 5 années qui viennent de la feuille de route pour arriver à retrouver cette capacité à être performant par rapport aux autres produits? Alors, il y a deux choses, il y a la compétitivité coût, la compétitivité hors coût. La compétitivité coût, c'est effectivement le travail qu'il y a à faire sur les coûts de production et sur les charges notamment. Donc le président a annoncé samedi matin la pérennisation du TODE qui permet justement notamment les productions qui sont gourmandes en main d'œuvre, je pense à la viticulture, je pense à l'arboriculture, d'embaucher de la main d'œuvre avec des coûts qui sont raisonnables et maîtrisés, tout du moins par rapport à nos partenaires européens, ou même nos partenaires mondiaux, où les charges de personnel sont beaucoup moins importantes qu'elles peuvent l'être en France. Donc il faut continuer sur cette politique d'allègement des charges et d'allègement de l'imposition. Alors on est en train d'étudier quels sont les leviers les plus intéressants. Je pense qu'effectivement il y a un travail évidemment à faire sur l'imposition dans le monde agricole qui est quand même relativement importante, qui pénalise parfois la compétitivité coût. Puis il y a tout ce qui est compétitivité hors coût, c'est-à-dire la valorisation du modèle agricole français et de la qualité de la production française, qui aujourd'hui s'exporte un peu partout dans le monde, et il faut arriver à mieux la valoriser que ce qu'on fait aujourd'hui de façon très claire. Monsieur le député, je crois que, sauf si Emmanuel a encore une idée. Non, j'en avais une, Olivier. C'est un sujet qui vous tient à cœur, oui, et qui me tient à cœur aussi. C'est celui de la norme et du poids de la norme sur le monde agricole. On va terminer là-dessus. On sait que le monde de la production est quand même assez écrasé par les contrôles divers, variés, les normes qui sont toujours plus contraignantes, notamment pour réimplanter des exploitations agricoles. On pense notamment aux élevages de volailles. On importe beaucoup de volailles, mais c'est compliqué de réinstaller des poulaillers en France. Est-ce que dans le programme du candidat que vous soutenez, il y a un moment l'idée qu'il faut alléger tout cet arsenal de normes en France? Alors, l'installation notamment d'ateliers hors sol, il y a un problème de normes, il y a aussi un problème d'acceptation sociétale. Parce que moi, pour le vivre tous les jours, que ce soit les ateliers hors sol de volaille ou de porc, c'est excessivement compliqué. Dès que vous avez un projet, mais même vous pouvez avoir un projet de méthanisation et vous avez une association qui se monte en face pour interdire. Donc c'est même plus de la norme, là. On n'est même plus dans la norme, c'est au-delà de ça. Alors certes, la norme, il sans doute, il faut une harmonisation européenne de la norme, parce que on peut pas se donner des objectifs communs comme on l'a fait dans Farm to Fork en partant de points de départ qui sont totalement différents. Je veux dire, on est déjà au niveau bien-être animal et au niveau des conditions de production qu'on impose à nos producteurs, bien au-delà des normes européennes et bien au-delà des normes mondiales. Donc il faut là-dessus arriver à harmoniser nos normes au niveau européen, et puis surtout il faut alors, j'ai pas la martingale là-dessus, mais il faut vraiment travailler sur l'acceptation sociétale de ces modes de production, et j'en veux un peu aux différents candidats qui tapent sur soi-disant l'agriculture industrielle. Je sais même pas ce que c'est, je sais même pas comment ça existe, mais enfin ce qu'ils entendent par ça. Mais aujourd'hui, on a clairement, au-delà des normes, c'est vraiment l'acceptation sociétale quand il y a un atelier comme ça qui s'installe, vous avez une levée de bouclier. Enfin, moi, en tant qu'élu, je suis saisi systématiquement de ces projets, alors que c'est des projets qui n'ont pas de nuisance environnementale à proprement parler. Et je le dis et je le répète, avec des normes de bien-être animal et des normes qui sont parmi les plus exigeantes au monde. Donc, il faut arriver aussi à valoriser cette différence par rapport aux autres. Mais
ça n'empêche pas qu'il faut aussi travailler sur la compétitivité parce qu'on a besoin d'exporter. On a vu que la balance commerciale avait très nettement reculé ces dernières années. Il faut remettre le métier sur l'ouvrage et là-dessus aussi parce que l'exportation de la production française, c'est aussi une arme géopolitique majeure pour aujourd'hui et pour demain. Merci monsieur le député pour toutes ces précisions et ces choses très très claires. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine interview, n'est-ce pas? Oui, merci. Merci, monsieur Moreau. Merci à vous.